un philosophe qui a changé à jamais la manière dont nous lisons le monde, mais qui a quitté cette vie dans des circonstances qui continuent de semer le doute. Avant de mourir, Barthes n'a rien avoué, mais son silence a laissé place à 1000 interprétations. Ce 25 février 1980, dans une rue tranquille de Paris, il est renversé par une camionnette. Accident banal? Ou bien un mystère soigneusement dissimulé? Certains racontent qu'il aurait été poussé, que sa chute n'était pas accidentelle, qu'il s'agissait d'un meurtre intellectuel orchestré dans l'ombre. Personne ne parle de cette scène, mais elle a suffi à mettre fin à la voix la plus percutante de la critique littéraire moderne. Barthes n'était pas seulement un penseur, il était un mythe vivant. Auteur de La Chambre claire, mythologie sous fragments d'un discours amoureux, il a décortiqué la société comme un chirurgien des signes. Ses analyses de la mode, de la publicité ou du cinéma ont révélé ce que personne ne voyait. Et pourtant, derrière son sourire discret, il cachait des obsessions et des blessures personnelles, des amitiés conflictuelles, des secrets étouffés par les cercles intellectuels de Paris. Son décès, quelques semaines après l'accident, nourrit encore les spéculations. Des proches affirment que Barthes avait l'air inquiet avant ce jour fatidique, comme s'il avait deviné quelque chose. D'autres évoquent un étrange manuscrit perdu, qui aurait contenu des idées trop radicales, trop dangereuses pour certains. Ce flou ajoute une dimension tragique à la fin d'un homme dont toute l'œuvre consistait justement à dévoiler la vérité derrière les apparences. Aujourd'hui, plus de 40 ans après, l'histoire de Barthes reste celle d'une intelligence foudroyante, mais aussi celle d'un crépuscule énigmatique. Que s'est-il réellement passé ce jour-là? Était-ce un hasard cruel ou le dernier chapitre d'une intrigue plus sombre? Roland Barthes, né en 1915 à Cherbourg, grandit dans une France marquée par la guerre et les bouleversements sociaux. Enfant fragile, souvent malade, il apprend tôt la solitude et le goût du silence. Ce tempérament contemplatif le poussera à s'immerger dans les textes, à disséquer les signes et les symboles du quotidien. Dans l'après-guerre, alors que Paris redevient le centre des débats intellectuels, Barthes s'impose comme une voix singulière, celle qui ne se contente pas de lire un roman ou une image, mais qui questionne le système de sens qui les fabrique. Au milieu du XXe siècle, la France est le théâtre d'une révolution culturelle. Sartre, Camus, Beauvoir dominent la scène philosophique, mais Barthes trace son propre chemin. Il refuse les grands systèmes idéologiques et se passionne pour ce qu'il appelle la mythologie moderne, ces récits invisibles qui manipulent notre perception du monde. Dans Mythologie, 1957, il analyse les icônes populaires, des affiches publicitaires aux lutteurs de catch, en révélant la violence symbolique cachée dans les objets les plus anodins. La carrière de Barthes n'est pas seulement académique. Elle est profondément liée à une époque où la littérature et la politique s'affrontent. Ses critiques de la tyrannie de l'auteur dans son célèbre texte La mort de l'auteur, 1967, provoquent un véritable séisme dans le monde littéraire. Pour Barthes, ce n'est pas l'écrivain qui détient le sens d'un texte, mais le lecteur. Ce geste de libération choque autant qu'il fascine, et lui vaut à la fois des admirateurs et des ennemis dans les cercles intellectuels parisiens. Mais derrière ce succès, une question revient. Qui était vraiment Barthes? Un philosophe froid et méthodique, ou un homme vulnérable obsédé par la mémoire de sa mère disparue? Son dernier ouvrage, La Chambre claire, 1980, en est la preuve poignante. Ce livre, consacré à la photographie, est aussi un adieu intime, presque une lettre d'amour à la figure maternelle. Certains critiques ont vu dans ces pages un pressentiment de la mort, comme si Barthes écrivait déjà son propre épilogue. Le cadre de son existence, c'est aussi celui d'un Paris en mutation, les cafés littéraires, les salons, les polémiques dans les journaux, mais aussi la montée d'une culture médiatique que Barthes dénonçait. Il voyait dans la télévision et la publicité des forces qui réduisaient la pensée critique. Paradoxalement, son aura grandissait dans le monde académique international, notamment aux États-Unis, où ses travaux sur le sémiologisme et la lecture des signes influencèrent des générations d'étudiants et de penseurs. Pourtant, la fin de sa vie reste suspendue à ce drame étrange. L'accident de février 1980 ne survient pas dans un vide. Il se produit quelques jours après un déjeuner avec François Mitterrand, futur président de la République. De quoi ont-ils parlé? Certains disent que Barthes travaillait sur un texte controversé, un projet qui aurait dérangé certains cercles politiques. Ce simple fait divers devient ainsi une toile de fond pour un mystère que personne n'a vraiment élucidé. Le thème de cette histoire, au-delà de la vie brillante de Barthes, est donc celui de la fragilité d'un homme qui scrutait le monde avec une acuité rare, mais qui n'a peu
être pas vu venir les forces invisibles qui se jouaient autour de lui. Une vie consacrée à démasquer les mythes modernes, terminée par un accident qui, ironiquement, se transforme lui-même en mythe. Tout commence par une ascension silencieuse. Roland Barthes n'était pas destiné à devenir une star intellectuelle. Issu d'un milieu modeste, orphelin de père très tôt, il découvre la littérature comme on découvre un refuge secret. Ses premiers travaux universitaires sont marqués par une rigueur clinique, presque froide. Mais derrière cette façade, on perçoit un besoin profond de comprendre la vie à travers les signes qui l'entourent. Chaque mot, chaque image, chaque objet du quotidien devient pour lui une énigme à résoudre. L'événement initial qui bouleverse sa carrière survient dans les années 1950. Avec Mythologie, Barthes ose dire ce que personne ne dit. Il dissèque la publicité, le cinéma, la mode, révélant que tout est langage et que tout langage cache un pouvoir. Sa plume est acérée, presque cruelle, mais en même temps empreinte d'une ironie qui séduit le public. Il devient l'intellectuel qui parle de voitures, de catch et de détergents comme d'œuvres d'art, un pionnier de l'analyse culturelle. Mais le succès amène aussi les premières tempêtes. À Paris, dans les cercles universitaires, on murmure que Barthes est trop provocateur, qu'il se moque des canons littéraires sacrés. Sa célèbre formule « la mort de l'auteur » scandalise les puristes. Comment peut-on effacer le rôle de l'écrivain au profit du lecteur? Pour beaucoup, c'est une hérésie. Le conflit est ouvert entre Barthes et une partie de la critique française. Derrière ces débats intellectuels se cachent des jalousies, des rivalités d'influence et des attaques personnelles. Dans les années 1970, Barthes est au sommet de sa gloire. Ses cours au Collège de France sont bondés. Des étudiants venus du monde entier viennent écouter cet homme frêle, au sourire discret, parler des structures invisibles du langage. Pourtant, plus il gagne en notoriété, plus il se replie sur lui-même. La mort de sa mère en 1977 est un choc violent. Il s'enferme dans un deuil qui va marquer son œuvre. La Chambre claire, écrit peu après, est un livre déchirant. Barthes y parle de photographie, mais en réalité il parle de mémoire, de la perte et de la fragilité du temps. Certains lecteurs y voient une prémonition, comme si Barthes pressentait sa propre disparition. Puis arrive ce jour fatidique. Le 25 février 1980, après un déjeuner mondain avec François Mitterrand, Barthes traverse la rue des Écoles à Paris. Une camionnette de blanchisserie le renverse. Accident banal, dit-on. Mais les circonstances intriguent. Le chauffeur affirme ne pas avoir vu Barthes. Des témoins évoquent une silhouette qui aurait semblé pousser légèrement le philosophe juste avant l'impact. Simple coïncidence ou geste volontaire? Cette ambiguïté va enflammer l'imaginaire collectif. Le développement de l'événement devient un scandale silencieux. Quelques journalistes fouillent l'affaire, mais on étouffe rapidement les rumeurs. Les cercles politiques n'aiment pas qu'on mentionne la présence de Mitterrand juste avant l'accident. Était-ce un repas banal ou une réunion cruciale? Barthes aurait-il parlé d'un manuscrit inédit, d'idées explosives sur le pouvoir et la manipulation des signes? Aucun document n'a été retrouvé. Au fur et à mesure que Barthes agonise à l'hôpital de la Salpêtrière, ses proches ressentent un étrange malaise. Sa santé fragile empire. Le 26 mars 1980, il meurt des suites de ses blessures. Ce n'est plus seulement un intellectuel qu'on enterre. C'est un mythe. Et comme tout mythe, sa fin se part de mystère. Le point culminant de cette histoire n'est pas seulement l'accident, mais l'idée que Barthes est mort au moment où il était au plus proche de la vérité. Ses derniers écrits, imprégnés de mélancolie et de lucidité, semblent déchiffrer la société comme jamais auparavant. Et si sa mort était le dernier signe à interpréter, un texte ultime que personne n'a encore vraiment compris, les conséquences de cette disparition sont immenses. Le monde universitaire perd une figure unique. La sémiologie, ce langage qu'il avait inventé, reste orpheline. Mais paradoxalement, sa mort renforce son aura. Barthes devient une figure presque mystique, le penseur martyrisé par un destin obscur. Les livres se vendent plus que jamais, les étudiants citent son nom comme une invocation. Ce récit, qui commence par une vie dédiée à l'analyse du sens, se termine par un accident qui devient lui-même une énigme. Était-ce une simple fatalité, ou bien l'écho d'un scandale qu'on ne connaîtra jamais? Ce doute, encore présent 40 ans plus tard, alimente une légende noire autour de Roland Barthes, une légende qui continue de fasciner tous ceux qui cherchent la vérité derrière les apparences. L'accident qui a coûté la vie à Roland Barthes n'a jamais cessé de susciter des soupçons.
Dès les premiers jours, certains intellectuels, proches ou simples admirateurs, ont parlé d'une coïncidence trop étrange pour être ignorée. Barthes venait de déjeuner avec François Mitterrand, alors en pleine campagne présidentielle. Les conversations de ce repas restent un mystère. A-t-on parlé de politique, de littérature ou de sujets plus sensibles liés au réseau de pouvoir? Très vite, une rumeur enfle. Barthes travaillait sur un manuscrit inédit, une œuvre qui aurait bouleversé l'équilibre des idées en France, voire en Europe. Certains affirment que ce texte contenait une critique radicale des systèmes politiques, une dénonciation de la manipulation des signes dans le discours du pouvoir. Et si sa mort n'était pas un accident, mais un moyen de faire taire une voix trop dangereuse, cette théorie du complot, longtemps étouffée, ressurgira des décennies plus tard, notamment dans un roman de Laurent Binet, La 7e fonction du langage 2015, qui imagine un meurtre orchestré par les services secrets autour de cette mystérieuse fonction du langage que Barthes aurait découverte. Les médias, eux, restent prudents. En 1980, la presse française est divisée entre fascination et respect pour le grand intellectuel disparu. Le Monde publie un hommage sobre, saluant l'homme qui a donné au langage une profondeur nouvelle. Mais dans les couloirs des rédactions, on chuchote. Pourquoi tant de zones d'ombre? Pourquoi si peu d'enquêtes sur ce chauffeur de camionnette? Pourquoi personne n'a interrogé les témoins de manière approfondie? Derrière les polémiques, il y a aussi la douleur intime de ceux qui ont connu Barthes. Julia Kristeva, Philippe Solers et d'autres figures majeures du cercle tel quel évoquent un homme à la fois lumineux et tourmenté. On raconte que Barthes, dans les mois précédant l'accident, parlait souvent de fatigue, comme s'il pressentait une fin proche. Dans la chambre claire, il écrit cette phrase troublante. La photographie est cette image qui nous dit toujours que nous allons mourir. Comme si, en analysant les clichés de sa mère, il avait vu dans les images le reflet de sa propre disparition. Les coulisses de la scène intellectuelle parisienne de l'époque ne sont pas exemptes de rivalité. Barthes, malgré sa douceur apparente, dérangeait. Ses idées sur la déconstruction des mythes irritaient les conservateurs. Et sa remise en question de l'autorité de l'auteur mettait en péril un certain académisme poussiéreux. Certains ont-ils eu intérêt à éteindre cette voix? Personne ne le sait, mais le doute reste. L'événement de sa mort marque un point culminant émotionnel. Les funérailles à Urt, dans le Pays basque, se déroulent dans une atmosphère lourde, presque irréelle. Les discours officiels parlent de son génie, mais les regards des proches trahissent autre chose, un sentiment d'injustice, comme si Barthes avait été volé à la pensée contemporaine. Les réactions du public sont à la fois passionnées et perplexes. Dans les semaines suivant sa mort, ses livres se vendent comme jamais. Les lecteurs redécouvrent fragments d'un discours amoureux, ce recueil où Barthes dissèque les sentiments avec une précision déchirante. Beaucoup voient dans ces pages la confession indirecte d'un homme qui savait que tout amour, comme toute vie, est condamné à l'éphémère. Mais la vérité noire de cette histoire, c'est peu être que Barthes a été victime du même système de signes qu'il avait passé sa vie à analyser. Son accident devient un récit que chacun interprète à sa manière. Tragédie personnelle, complot politique ou simple ironie du destin. Dans cette multiplicité de versions, on retrouve ce qu'il écrivait lui-même. Le sens n'est jamais donné, il est toujours produit. Avec les années, l'affaire Barthes se transforme en légende urbaine. Des documentaires, des essais et même des fictions continuent de fouiller l'affaire. Certains écrivains affirment que le dossier de police contient des incohérences. D'autres suggèrent que des lettres posthumes de Barthes, jamais publiées, pourraient éclairer ses derniers jours. Rien de tout cela n'a été confirmé, mais chaque nouvelle hypothèse entretient le mythe. Rappelez-vous ce que vous avez vécu en lisant ces textes. Ce frisson devant une phrase qui dévoile l'invisible. Ce vertige devant l'idée que tout, absolument tout, peut être lu comme un signe. La mort de Barthes, elle aussi, est un signe. Mais lequel peut être celui de notre incapacité à accepter qu'un grand esprit disparaisse sans explication. Peut être celui d'un monde où la vérité se cache toujours derrière les apparences, comme une photo à demi effacée. Roland Barthes demeure, plus de 40 ans après sa disparition, une figure qui échappe aux définitions simples. Philosophe, critique, sémiologue, essayiste, il fut tout cela à la fois, mais aussi un homme secret presque insaisissable.
Ce qui fascine dans son parcours, ce n'est pas seulement la richesse de ses analyses, mais la manière dont il a su transformer chaque objet du quotidien en matière de réflexion universelle. Qui d'autre pouvait regarder une photo de famille, un plat de cuisine ou un match de catch et y voir la matrice d'un système de signes révélant notre époque? Notre opinion est claire. Barthes a été l'un des rares intellectuels capables de mêler rigueur scientifique et sensibilité poétique. Ces textes ne sont pas de simples traités théoriques, ce sont des expériences, des éclats de pensée qui nous obligent à voir le monde autrement. En cela, il a ouvert un chemin que peu ont osé suivre, celui d'une lecture critique du réel, une lecture où tout devient déchiffrable, même les silences, même les accidents. Mais nous ne pouvons ignorer l'ombre qui plane sur ces derniers instants. Le mystère Barthes n'est pas une invention médiatique. Il naît de faits réels, de coïncidences troublantes et de rumeurs persistantes. Certains verront là une pure spéculation, d'autres une vérité dissimulée. À notre avis, peu importe que l'accident ait été ou non le résultat d'un complot, ce qui importe, c'est ce que cet événement révèle de notre fascination pour les génies disparus trop tôt. Quand un esprit comme Barthes meurt brutalement, nous cherchons une explication à la hauteur de son œuvre, et si nous ne la trouvons pas, nous la créons. Il est intéressant de noter que la mort de Barthes est elle-même devenue un texte interprété par la culture populaire. Le roman La septième fonction du langage, par exemple, a transformé cette histoire en thriller, amplifiant le mythe et séduisant une nouvelle génération de lecteurs. Cette réécriture prouve que Barthes, même après sa mort, continue de générer du sens, d'inspirer des récits. Et vous, que pensez-vous? Croyez-vous à la version officielle d'un accident banal? Ou êtes-vous tenté de voir dans cette disparition une intrigue plus profonde, plus sombre? Quel héritage Barthes laisse-t-il, selon vous? Ces livres nous parlent encore aujourd'hui de l'amour, de la mémoire, de l'identité. Les relire, c'est redécouvrir un regard sur le monde. Un regard capable de transformer une simple image en vérité universelle. Pour nous, la véritable leçon de Barthes réside dans cette phrase qu'il aurait pu écrire. Rien n'est jamais ce qu'il semble être. Et peut être que la mort de Roland Barthes, comme toute grande histoire, est simplement un signe qui nous invite à regarder au-delà des apparences. Il y a des histoires qui ne s'effacent jamais, et celle de Roland Barthes en fait partie. Plus qu'un intellectuel, il était un conteur invisible, un déchiffreur des signes qui entourent nos vies. Sa voix résonne encore, douce et tranchante à la fois, dans chaque page de mythologie, dans chaque fragment amoureux qu'il a laissé derrière lui. Aujourd'hui, nous parlons de lui comme d'un génie disparu trop tôt, mais aussi comme d'un homme qui, jusqu'au bout, cherchait à comprendre le mystère du monde. Lorsque l'on relit ces derniers textes, on ressent une étrange mélancolie. Barthes savait que tout est éphémère. Les modes, les discours, même la mémoire. Peut-être pour cela que ces mots paraissent si vivants, comme s'ils tentaient de retenir le temps. La chambre claire, son adieu silencieux, est plus qu'un essai sur la photographie. C'est un livre qui nous rappelle que chaque instant, chaque visage est destiné à disparaître, et que notre devoir est d'en saisir l'éclat avant qu'il ne s'éteigne. Son héritage est immense. Des générations d'étudiants, de cinéastes, de publicitaires et même de romanciers se sont nourris de ces théories. Son influence dépasse la littérature. Elle s'étend jusqu'à la manière dont nous regardons le monde, les images et les récits qui nous entourent. Aujourd'hui, alors que tout est communication et images, la pensée de Barthes semble plus actuelle que jamais. Mais derrière l'admiration, il y a ce secret. La sensation que Barthes n'a jamais révélé toute la vérité, ni sur ses écrits, ni sur sa vie. Sa mort reste une énigme, un point final qui ressemble à une suspension. Était-ce un accident banal ou une dernière ironie du destin? Peut-être ne le saurons-nous jamais. Ce que nous savons, en revanche, c'est que son regard continue de nous hanter. Lorsqu'on ouvre ses livres, on a l'impression de marcher aux côtés d'un esprit qui murmure « Cherche la vérité derrière le signe », car tout est masque. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées, mais maintenant, vous les connaissez. Roland Barthes, plus qu'un homme, est devenu un mythe, un éclat de pensée qui brille encore dans l'ombre des mots.